Bonjour à tous et bienvenue sur CGY. Je suis Bibi et je suis accompagné du Doc. Bonjour Bibi, ça va bien? Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, émission spéciale, nous sommes avec monsieur Nicolas Carrier qui est environnement modeler. Bonjour Nico. Bonjour les amis. Et bienvenue dans notre podcast. Bienvenue. Merci pour cette invitation. C'est avec plaisir. Donc c'est la deuxième émission officielle. Oui, tout à fait. On va arrêter de dire officielle d'ailleurs, parce que Oui. c'est faudra vraiment arrêter de dire la mission deuxième officielle. émission. Et c'est officiel. Et c'est officiel. Et Voilà, c'est officiellement la deuxième émission. Donc la dernière fois on avait eu Arnaud Cobel, Oui. donc qui était concept artist Mad Painter. L'émission s'était bien passée et du coup on n'a pas eu de questions parce que je pense que tout a été dit en fait pendant cette J'espère. émission. Ça serait cool. Et bah écoute, oui, en tout cas on n'a pas eu de retour, mais n'hésitez pas à nous en donner, chers amis auditeurs qui nous écoutez, à nous envoyer des questions parce qu'on les a toujours sous la main, ces petits camarades qu'on interviewe, et voilà pour répondre à vos questions, vos interrogations pour le FAQ. Oui. Et bien du coup, on passe direct à l'interview puisque nous n'avons pas de questions. Eh oui, c'est vrai. Ah, c'est comme ça que ça se passe. C'est une bonne réponse. Ah oui. Bon, bah écoute, très bien. Ouais, donc, Nico, dis-nous qui tu es. Quel est ou quels sont tes métiers et fais-nous un petit topo sur ce en quoi ça consiste. Alors je me présente, donc je m'appelle Nicolas Carrier, je suis graphiste 3D depuis maintenant 19 ans. J'ai eu un parcours de généraliste en début de carrière, comme beaucoup de gens à cette époque-là, et je me suis spécialisé depuis quelques années en modeling et en lighting shading. D'accord, très bien. Donc, pas exclusivement l'environnement modeling, comme j'ai dit il y a 2 minutes. Non, pas sur l'intégralité de ma carrière. Là, en ce moment, c'est ce que je fais. Ouais. C'est ce que j'ai pratiqué un bon nombre d'années, je dirais la grande majorité de ma carrière. Ça reste quand même basé sur la pratique du modeling, mais j'ai aussi pratiqué le lighting et le shading. Cool. Tout au long de ma carrière. Un petit peu d'animation, mais c'est pas trop mon truc. C'est pas ton truc. Non, un petit peu des fixes, on essaie de faire un petit peu tout. Quand on est indépendant, on est obligé à un moment donné de faire un petit peu de tout, mais ou sinon après, non, je reste spécialisé quand même en modeling. Parfait. Alors du coup, est-ce que tu peux nous résumer un petit peu ta carrière, comment t'as commencé, comment t'as, voilà, d'où tu viens, d'où t'es venu l'idée de faire de la 3D il y a plus de 19 ans. Alors, moi j'ai un parcours qui commence à être un petit peu ancien. Je crois qu'on commence un petit peu à me considérer comme un ancien du métier. J'ai commencé à une époque où, c'était les prémices de l'informatique. La préhistoire. À la maison, hein, ouais, c'est ça. Et même avant ça, j'ai commencé d'abord par l'amour de l'image, parce que j'ai toujours eu un amour pour l'image en particulier. J'ai beaucoup dessiné étant enfant. J'étais un peu le cancre du fond de la classe qui faisait Toi marrer. aussi. Voilà, Arnaud aussi. Je crois qu'en fait, on est une C'est société de cancres. Des métiers de cancre. Ouais, c'est ça. Donc j'étais un peu, le cancre du fond de la classe qui faisait marrer tout le monde et qui faisait des beaux dessins. Et puis petit à petit, cette passion s'est transformée vers quelque chose d'un peu plus grand que juste ma feuille de papier, c'est-à-dire le graffiti. D'accord. Qui m'a amené à m'intéresser beaucoup à l'image. Je suis aussi issu d'une génération, fin des années 70 qui a grandi dans les années 80, donc génération télé, génération MTV. On a mangé un peu de tout ça, et voilà, ça fait partie de mon parcours initiatique sur l'image. Je me suis construit pas mal sur donc un univers basé sur une culture hip-hop et très pop aussi, puisque toute la partie BD, dessin animé rentrait dans une culture très populaire à l'époque. Oui, on était en plein dans les années comics, etc. Voilà, toute l'explosion graphique quand même. Voilà, c'était les débuts avec beaucoup de recherche, beaucoup d'échouades. Mais en tout cas, ça nous est rêvé quand même déjà à l'époque, quoi. Et voilà, amateur, fan de science-fiction, fan de Star Wars et de tout cet univers qui nous a déjà pris dans les années 80. C'est vrai qu'on s'en rend pas forcément compte, mais ça devait être comment à l'époque, il y a 19 ans, la 3D, tout ça, le monde de la 3D. Il y a 19 ans, quand j'ai commencé en professionnel, il y avait 3 films qui étaient sortis. Wow. Il y avait en full CG, je parle, j'entends, film d'animation. Il y avait donc Toy Story 1, Shrek et Toy Story 2. Il me semble que Mille et une pattes
ou Fourmis, je sais plus quel des deux était. Je crois que c'est Fourmis qui est sorti en premier finalement. Il me semble bien. Je crois qu'ils ont réussi à sortir finalement un petit peu avant Ouais. Voilà, il était en cours, il est sorti l'année de la fin de mes études, pendant le cours de ma première année professionnelle. Ouais. Donc c'était nouveau, c'était quelque chose, je pense que les gens ont eu un peu de mal au départ à appréhender, parce que les gens avaient un petit peu de difficulté à savoir si c'était du dessin animé ou si c'était quelque chose qui pouvait être un peu plus large et destiné à des publics plus adultes. Et bon, je crois que en fait les premiers films ont quand même définitivement expliqué à tout le monde que ça ouvrait le chemin de le champ des possibles. Le champ des possibilités, ouais, tout à fait. Après alors, à part ça, j'avais quand même touché vite fait à la 3D un petit peu avant tout ça, pendant mes années d'études de graphisme, puisque j'ai quand même commencé par étudier du graphisme en parcours professionnel. Donc j'ai fait un CAP de dessinateur d'exécution en publicité, un diplôme qui n'existe plus aujourd'hui, qui a été remplacé aujourd'hui par un autre CAP qui est, je ne sais plus comment l'intitulé exact, mais globalement c'est la partie exécutive dans la communication visuelle. Donc, un créatif va créer un logo, il faut un graphiste pour le réaliser. Le DS, voilà. design Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas d'informatique. Donc, tout ça se faisait au rotring, à la peinture, au Pantone. À la main, quoi. À la main, ouais. Donc, j'ai fait mes bases dans un métier qui, l'année où j'ai obtenu mon diplôme, a disparu. Directement. Puisqu'il a fait place, l'informatique arrive à ce moment-là et la PAO a commencé à rentrer dans les écoles et à prendre de plus en plus de place. Ça a été très rapide, l'évolution de du métier, et l'arrivée de l'informatique pour la fabrication de l'image est arrivée en 5-6 ans. 5 ans, c'était bien démocratisé. Ah oui, quoi. Ouais. Puis les outils, on est passé de presque rien, des prémices des premiers Photoshop au premier Max. Premier outil de 3D qui était en plusieurs modules, où on faisait d'abord son plan en 2D, ensuite on allait dans un autre module, on faisait un extrude, et on passait, etc. Après dans un autre module pour faire les UV, les textures, enfin il y a chaque partie. Le puzzle, quoi. Ouais, c'était un enfer. Parcours du combattant pour sortir c'est ça, pour faire une canette de soda, quoi. Mais on était fiers, on était contents, on faisait des choses... on se disait, ouais, un jour, on va faire Jurassic Park. Voilà. Et il y avait eu quelques films comme Jurassic Park et puis Terminator qui étaient sortis avec des sacrés effets spéciaux qui nous avaient quand même pas mal scotché à l'époque. Ouais, c'était chouette. Ouais. Il a pas vieilli, d'ailleurs. Terminator 2, d'ailleurs. Ouais. Et après ça, j'ai enchaîné par un bac pro dans la même branche, un bac pro communication graphique, option art graphique. Donc là, par contre, la partie informatique commençait à rentrer en cours. Ouais. Et en sortie de ces études, je souhaitais faire un BTS en alternance. Donc j'ai cherché un employeur qui pouvait me prendre à mi-temps chez lui pour faire mon alternance. Et il s'est avéré que la grosse lacune que j'avais à l'époque, parce que les studios par contre de création avaient déjà fait le turn avant les écoles, c'était que je manquais de pratique sur l'outil informatique. Sur la 3D. Voilà. Donc à l'époque de 2D plutôt. Ah oui, c'était de la 2D à l'époque. Mes études, c'était sur de la 2D. Et donc du coup, pendant ces études en 2D, j'ai fait un petit stage dans une petite boîte qui m'a permis d'utiliser les outils 3D. Ils m'ont dit, oui, là, il y a un truc qui s'appelle Max, ça fait de la 3D. Si t'as le temps de regarder un œil, va jeter un œil. Petit éditeur, Autodesk. Et j'ai fait 2 mois tout seul devant ça. À l'époque où, je rappelle, Internet, c'était du 56K. Enfin, il n'y avait pas de tuto sur Internet. De toute façon, ça servait à rien d'y aller pour chercher des infos. Il n'y en avait pas. Donc, la documentation, c'était un PDF. Mon pote m'avait quand même filé un bouquin il avait un bouquin, c'était la doc de Max, quoi, de l'époque. Donc, j'avais pu jeter un œil dedans et puis me lancer, faire des primitives, des choses qui ressemblaient à peu près à des vaisseaux spatiaux. Voilà. De loin dans le brouillard. Ouais. C'est ça. Voilà. Donc ça, on rappelle, c'était dans les années 2000, du coup. Ah non, ça c'était bien avant 2000. C'était avant 2000. Oui, c'était entre 96 et 98. Ça, c'était mon parcours 2D. Puis ensuite, ensuite, j'ai fait une petite mise à niveau en PAO, là, en 98.
Et c'est là où j'ai rencontré dans l'école. Donc l'école où j'ai fait mon parcours professionnel 2D, c'était à Studio M. Ensuite, à Montpellier. À Montpellier, ouais, qui était de toute façon à l'époque c'était le seul de Studio M. Il n'y en avait pas d'autres. D'accord. Le premier Studio M était montpelliérain en fait. Ensuite, j'ai fait ma PAO à l'ESMA. Mon année de formation PAO à l'ESMA, pendant laquelle j'ai rencontré les gens qui ont monté Objectif 3D. Et donc j'ai fait avec Olivier Pinol, le patron de Dwarf, on a essuyé les plâtres de la première année d'Objectif 3D, comme un peu toutes les autres écoles. De toute façon, on a fait un peu les premières années de chaque école. Donc c'était, ça a été un petit parcours où c'était entre formation, école et on va dire un peu d'autodidacte, beaucoup d'autodidacte on va dire à l'époque. Ouais, main dans le cambouis et on y va. Et puis on va regarder les tutos sans parler anglais, on essaie de les faire quand même quoi. Donc c'était assez rock'n'roll. Donc j'ai commencé sur un logiciel à l'époque qui s'appelait Lightwave. Donc j'ai été formé sur un bon vieux de la vieille qui tourne encore en production. On en a parlé avec Arnaud à la dernière interview. Qui est quand même utilisé encore un petit peu aux États-Unis et encore pas mal au Japon. D'accord. Les fabricants de séries animées japonais sont assez fans de cet outil puisque c'est un outil qui est qui a une forme d'efficacité, il a une simplicité, une efficacité qui fait que à lui tout seul on peut tout faire dedans, même si des fois on galère beaucoup sur certaines parties, mais on peut tout faire dedans et il a une approche finalement tellement simple que on peut pas trop se perdre dans les méandres d'une usine à gaz parce que c'en est pas une quoi. Donc il reste comme dire les Anglais straightforward quoi. On l'utilise, il est fait pour faire une chose d'une manière et en général il le fait bien. Et il a ses petits avantages comme les voxels qui ont toujours été pour tout ce qui est fixe, pour tout ce qui est fixe, il a souvent été utilisé. Bon, je rappelle qu'il a été massivement utilisé sur des séries comme Battlestar Galactica, qui ont été pratiquement toutes faites au niveau de la CG sur Lightwave, que ce soit du modeling au rendu par l'animation. Et le rendu est quand même bien foutu. Stargate et toutes les séries en fait qui sortent de ces deux parce que c'est la même maison qui produit tous les fixes de toutes ces séries. Il y a 2-3 grosses boîtes aux États-Unis qui tournent pas mal avec. Et voilà, donc après ça c'est un logiciel qui m'a pas mal suivi tout au long de ma carrière. En tout cas dans mes débuts, on va dire au moins un bon tiers de ma carrière. Je l'ai faite sur Lightwave. D'accord. Et donc oui, en sortant de mes études, comme beaucoup de gens en France, sur Montpellier, il n'y avait pas beaucoup de boulot, donc je suis parti à Paris pour faire un stage. Initialement, c'était mon stage de fin d'études que je devais faire là-bas. Ouais. Il est jamais revenu. Et je ne suis jamais revenu. Je suis resté 7 ans à Paris. Puis je me suis fait embaucher par la société qui m'avait pris en stage, qui était une société qui s'appelait, puisque maintenant elle est fermée, qui s'appelait Boxybox et qui était une société spécialisée dans l'illustration publicitaire, mais 3D, avec le médium 3D, uniquement le médium 3D. On ne faisait pas d'illustration à la main, on faisait tout en 3D et c'était vraiment le créneau sur lequel on était. D'accord, donc ils étaient un peu fer de lance, enfin pas forcément fer de lance, mais en tout cas ils étaient à la pointe quoi. Oui, voilà, on était à la pointe. À l'époque, on était à la pointe. On avait très peu de concurrents sur ce marché-là. On travaillait régulièrement avec des grosses sociétés. On travaillait pour des grosses marques. Puisque en print, dans le domaine du print, il y avait très peu de sociétés à cette époque-là, donc on faisait partie des peu de sociétés qui étaient capables de faire de la 3D dans le domaine du print. Donc pratiquement toutes les marques passaient par nous, et le patron de l'époque qui m'avait embauché était un ancien employé de Publicis, donc un ancien illustrateur de Publicis, donc quelqu'un qui avait le bras long à ce niveau-là. Au carnet d'adresse. Voilà. Donc voilà, j'ai fait de l'illustration pour Yoplait, pour le Champagne Mum, pour ce genre de choses-là, de l'affichage aussi. Enfin, c'était assez sympathique avec une très grosse spécialisation sur l'univers cartoon. Donc d'accord. Je commençais enfin à pratiquer en fait toutes les choses que j'avais appris depuis le départ, se mélanger en un unique job où je faisais de la publicité, ce que j'avais appris à l'école, de l'illustration, ce que j'aimais faire puisque j'ai toujours aimé dessiner, de la 3D qui était l'outil de création d'images que j'utilisais à cette époque-là, et le tout dans une belle ambiance.
Ouais, c'était idyllique, quoi. Comment ? C'était idyllique, t'avais tout qui se C'était réunissait, voilà, c'était sur le papier, c'était le début parfait pour moi. J'ai pu commencer à une époque où bon, c'était la fin de ce qu'on peut appeler le golden age de la CG où tout était en mode pionnier, quoi. Donc c'était sur la fin de ça, et c'est vrai que voilà, j'ai pu me lancer à cette époque-là sans trop me sentir sous pression. Ouais, bien sûr. Mais en même temps, être dans un truc novateur et avec beaucoup d'avenir, quoi. C'est ça. Ouais, donc voilà, je me suis même pas dit, allez, je me suis dit, allez, j'ai tout ce que je sais faire là, j'y vais. Donc je me suis pas trop posé de questions. J'ai fait ça pendant 1 an et demi. Je me suis bien éclaté. Ça m'a permis de me faire des belles bases et de construire des choses beaucoup au niveau modeling, puisque pour le coup c'était on faisait pas, quand on faisait un personnage par exemple, on n'allait pas jusqu'à, puisque c'était que pour une seule et unique image, on n'allait pas jusqu'à le riguer pour le poser, on le modélisait en pose, on faisait plus du sculpte que du modeling de production. D'accord, mais nos personnages devaient pour autant être quand même pointus et obtenir déjà du sculpte à l'époque. un niveau de... ce que j'entends par sculpte, c'est pas du sculpte 3D, c'est de la modélisation déjà posée. Ouais, c'est-à-dire que l'objet, c'est une sculpture, c'est pas quelque chose qui est animable derrière, quoi. Il est fait pour modélisation de statue. Il est modélisé en pose, et le maillage, le polygone flow fait que on peut difficilement l'utiliser pour en faire le mettre en posté ou le réutiliser pour le riguer derrière ou quelque chose comme ça. Donc c'était plus dans cette approche-là où on faisait du sculpte entre guillemets, c'était plus une sculpture qu'un objet de production. Après, ça n'empêchait pas que, comme c'était pour de la publicité, donc du print, donc du 300 dpi à grosse résolution, sur des affiches 4x3, il fallait quand même pousser le détail, sans displacement. Si, displacement, bien sûr, à l'époque, bien sûr, on se permettait tout, displacement, full radiosité, en full. D'accord. Oui, quand t'as qu'une seule image, tu peux te permettre de la faire tourner pendant 2 jours pour la rendre. Mais on les faisait pas tourner 2 jours. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'à l'époque, on utilisait donc ce fameux outil qui était Lightwave, qui était couplé à un moteur de rendu qui s'appelait F-Prime, qui existe toujours, et qui est toujours une pure merveille, qui est du ray tracing, du full ray tracing en full radiosité. C'est-à-dire que ce qu'aujourd'hui on retrouve, ce que beaucoup de gens aujourd'hui ont l'impression de découvrir comme quelque chose de nouveau, invente la roue, avec Arnold, Verret ou Modo, qui est déjà en place depuis un petit moment là-dessus. C'est déjà quelque chose qui existe en fait déjà depuis longtemps, qui a été créé par un monsieur qui s'appelle Monsieur Worley. Donc beaucoup de gens qui font du shading le connaissent, parce que c'est un monsieur qui écrit beaucoup d'algorithmes. Beaucoup d'algorithmes de procédural notamment, et voilà, c'est quelqu'un qui a développé ce truc-là à l'époque, et qui n'a pas eu l'outil n'a pas eu je pense qu'à l'époque, quand moi j'en parlais avec beaucoup de professionnels, les gens n'y croyaient pas. En fait, les gens me disaient mais non, tu ne peux pas faire ça, c'est pas viable, on peut pas fonctionner comme ça. Oui, j'avais un petit peu le même type de réponse que celle que tu m'as donnée, c'est-à-dire oui, mais c'est bon, oui, ça marche parce que t'as 2 jours devant toi pour calculer ton image. Non, sauf qu'on n'avait pas 2 jours pour calculer notre image non plus quand même, quoi, et qu'il fallait quand même tomber dans des temps de rendu quand même relativement corrects. Alors effectivement, on se permettait des temps de rendu peut-être un peu plus hauts que se permettaient ceux de l'animation, mais on devait quand même être dans des temps de rendu corrects, et sincèrement, on en avait des très corrects. Moi, à l'époque, j'ai commencé, c'est ce qui m'a amené un peu à justement quitter ce premier travail. Ouais. C'est qu'à un moment donné, ce premier choix que j'ai fait en me disant c'est rassurant, j'ai réuni tous mes petits outils et toutes les choses que je connais autour de moi. À un moment donné, ça a trouvé aussi ses limites. C'est-à-dire que je me suis dit aussi, mais est-ce que finalement tu fais pas tout ce que tu as toujours fait? Est-ce que, tu fais pas à l'arrivée la finalité de ce que tu fais, c'est de la 2D, quoi. Donc, est-ce que t'as pas fait tout ça pour rien, parce que ça tu faisais déjà avant, donc tu fais juste finalement image, est-ce que faire de la 3D c'est pas aussi pousser le truc un peu plus loin et le faire bouger pour donner une vie supplémentaire, raconter des histoires et aller un peu plus loin que juste parce qu'on peut raconter une histoire à travers juste une seule image, mais là j'avais envie de ça, quoi. Je voulais vraiment faire ça, et je me suis dit je vais m'auto-former sur ce dont j'ai besoin. Donc je me suis volontairement mis au chômage pour pouvoir me permettre de me challenger moi-même en me donnant un petit projet que je me suis mis, que je pense avoir eu la bonne idée de me dire que il fallait que je fasse quelque chose en 2 mois. Évidemment, ça en a pris 6. Mais non, mais ça c'est à cause des temps rendus. Je pense que j'ai eu cette bonne idée de me dire il faut que tu te donnes du temps, mais
en production, on te donne toujours un temps limité. Donc, même pour toi, dans ta phase d'apprentissage, set-toi un timing, set-toi un milestone, une deadline, un but, un goal à obtenir. Et bon, finalement, comme je dis, je l'ai triplé, mais en tout cas, ça m'a permis de pas perdre de vue qu'il fallait que j'apprenne tout un tas de choses et assez rapidement. Donc, pas m'étaler non plus pour obtenir... Et sans trop de doc, en plus. Et sans trop de doc. À l'époque, bon, j'avais la chance d'avoir déjà à l'époque, puisque j'étais déjà depuis 1 an et demi, 2 ans dans un milieu professionnel, j'avais d'autres collègues à moi qui étaient à l'école avec moi, qui avaient déjà commencé ou qui commençaient aussi leur carrière. Donc, ils bossaient dans d'autres boîtes, on se rencontrait le week-end, on partageait beaucoup. À cette époque-là, alors, c'est quelque chose que j'espère et je pense, et moi, j'essaye de pousser vers ça, c'est que le partage était très important, le partage des connaissances. Comme il n'y avait pas tout Internet et qu'il n'y avait pas toutes ces écoles et qu'il n'y avait pas tous ces livres, finalement, on apprenait beaucoup les uns des autres et on partageait énormément les uns des autres. On passait nos temps, des fois, les week-ends à aller se voir pour dire qu'est-ce que t'as appris, toi, cette semaine, quoi. Weekend tip centric. C'est ça. Et on se faisait le tour de, moi, j'ai appris ça. Ouais, les UV, moi, j'ai vu ça. Oh, putain, génial. Il nous faut, et voilà, on se challengeait comme ça et ça nous a permis, tous de garder, de nous élever un petit peu, de garder un peu les niveaux. Moi, je voyais ce que faisaient mes potes dans d'autres boîtes. J'avais un ami à moi, notamment, qui était chez Durand-Dubois et qui travaillait déjà sur de la publicité et qui faisait des choses vraiment qui, moi, m'éclataient. Je me disais, vraiment, c'est ça que je veux faire. Donc, je me suis challengé à me mettre un petit projet de 1 minute. 1 minute, générique compris en plus. Hein. J'ai pas voulu aller voir trop loin. Hein. Je me suis dit, le but du jeu, c'est d'essayer de faire toutes les choses que tu fais, mais de les faire bien. De pas en faire de trop, mais celles que tu fais, tu les fais et tu les fais bien et tu les fais jusqu'au bout. Et à fond, ouais. Donc voilà. Donc c'était pas une vraie histoire, c'est plus 2 petits personnages qui se présentaient, plus une ambiance qu'autre chose. Mais l'idée, c'était qu'à l'arrivée, je me suis botté le cul, je me suis obligé à faire de l'animation de personnages. Je me suis botté le cul, je me suis obligé à faire du FX. Je me suis botté le cul, je me suis obligé à faire du storyboard, du découpage, même si le scénario était très light, qu'il n'y avait pas de dialogue, il fallait quand même le scripter au départ pour savoir dans quelle direction on partait, découper ses plans derrière, etc. Enfin, globalement, voilà, essayer de faire un court-métrage, quoi. J'ai fait un mini court-métrage qui m'a appris énormément de choses, même si le résultat était ceci dit, le résultat était assez satisfaisant puisqu'il a intéressé quand même pas mal de gens derrière. Et c'est ce résultat-là qui m'a permis notamment de rentrer justement dans la fameuse société Durand-Dubois et d'intégrer une équipe qui était déjà en production à l'époque, qui travaillait sur un gros film qui était censé être un des gros films de l'époque de CG, puisque c'était un des premiers films avec je crois 70% des plans étaient les décors étaient truqués en CG, donc une présence de CG très importante. Ce film s'appelait Immortel Ad Vitam, qui était le film adapté de la trilogie Nicopole de Anki Bilal, sur lequel Anki Bilal était bien évidemment le réalisateur. Une très belle expérience qui était très intéressante pour moi. Moi, m'a permis de jumper dans tout cet univers de pipeline, production, workflow et tous ces mots qui me paraissaient tellement... De quoi qu'il parle? Le vocabulaire de la 3D, quoi. Oui, voilà, avec, en plus, en fonction des boîtes, en fonction des gens, les gens utilisent des mots avec des définitions différentes. C'est très, il y a beaucoup de confusion. Déroutant, il y a beaucoup de confusion au départ. Là, j'étais encore ça faisait déjà 2 ans que je pratiquais, mais il y avait encore un côté mystique dans le métier. Il y a encore plein d'inconnus, plein de zones un peu sombres où je me disais, je sais pas trop comment ça marche. Voilà. Mais bon, je me disais qu'un jour ou l'autre, je le saurais quand même, quoi. Donc, je suis rentré, j'ai intégré cette production, j'ai intégré l'équipe d'environnement et donc, en travaillant sur cette production, j'ai rencontré une équipe qui était, donc, la production se faisait aussi sur le Lightwave, au niveau modeling et rendu, animation sur Maya. Et donc moi, en intégrant cette équipe, j'ai pu rencontrer encore plus de Lightwavers, qui sont un peu les hippies, à l'époque qui étaient un peu les hippies de la 3D. Sympa, mais pas beaucoup.
Voilà. Ils en communauté, tout voilà, ça. c'est ça. Ils Grosse élèvent des- communauté d'ailleurs. Voilà. Ouais, c'est Ils vrai élèvent que des sur moutons Lightwave, électriques et tout. sur c'est Lightwave, il y sympa. a un truc qui était très intéressant, c'était le côté communautaire et partage communautaire qui était vraiment super bien avec plein de plugins gratuits, tout le monde partageait. C'était ce côté très hippie qui était très agréable. Ça, c'est vrai que c'est un Niveau truc qui est d'utilisation. cool quand même. dans le C'est ce monde qu'on de retrouve un peu City. aujourd'hui avec l'open source, quoi. Hein. Mm. C'était cet état d'esprit-là qui était complètement. présent. Puisqu'en plus, à l'époque, il y avait une vraie concurrence au niveau des logiciels de CG. Donc, aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé, mais en tout cas, à l'époque, les choses étaient très ouvertes et du coup, les choses fusaient un peu dans tous les sens et c'était assez intéressant et c'est riche. Plein de développement très partout. Ouais, il y avait à chaque nouveau film qui sortait, il y avait un nouveau truc et puis évidemment, le client qui était là juste pour une petite affiche, il voyait Shrek, il voulait Shrek pour sa prochaine affiche. Hein. Ça, c'était sûr et certain. Faire ça. Ah, le jour où Toy Story 2 est sorti, je vous raconte pas. Hein. On a mangé, quoi. Ah, ça a été dur. Hein. Pendant un an, on a galéré pour trouver des solutions pour faire semblant que nous aussi, on pouvait faire Toy Story 2 avec 10 000 €. Donc ouais, non, c'était assez intéressant de ce point de vue-là. J'ai pu rencontrer d'autres gens qui pratiquaient le même logiciel que moi et donc élargir mon réseau et aussi du coup aussi mes possibilités de travail et de différentes. Donc j'ai pu intégrer une équipe qui faisait beaucoup de Lightwave à l'époque et qui travaillait assez exclusivement avec un réalisateur qui s'appelait deux réalisateurs de frères qui s'appelaient Numéro 6, qui étaient les réalisateurs et créateurs de la série Les Lascars et d'un tas d'autres choses géniales dont moi je suis complètement fan. Je suis complètement fan de leur univers, sachant qu'en plus un des deux était déjà à l'époque quelqu'un qui faisait du graffiti. Donc moi, quand j'étais adolescent, je le regardais comme le mec que je voulais être. Je peux être toi. Voilà. Donc j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec lui. Je l'ai connu sur mon premier bouquin de graffiti. J'avais 13 ans. J'ai pu travailler avec lui à 23 ans, 10 ans plus tard, quoi. Donc travailler avec son idole, c'est assez impressionnant. Et à la fois, en fait, j'ai vécu une expérience de fou parce que souvent on entend parler de quand on rencontre son idole, on est déçu. Moi, pas du tout. En fait, ça a été une expérience de 5 ans de folie où j'ai vécu les 5 années les plus créatives de ma vie avec des gens qui étaient d'une créativité incroyable et tout un buzz qui se crée autour d'eux parce que c'est pas que ça. Hein, les gens, il y a beaucoup de gens créatifs et j'en ai rencontré plein d'autres aussi très intéressants créativement tout au long de mon parcours, mais ce qui était en plus extraordinaire avec ces gens-là, c'est que ils avaient créé, il y avait tout un buzz autour d'eux qui faisait que, en plus d'être géniaux, tout le monde les trouvait géniaux et ça les rendait encore plus géniaux et tout était génial, quoi. Et on était un peu au sommet de Paris à l'époque, en termes de communication, de publicité. C'est vrai que tout Paris nous courait pour travailler avec notre équipe, travailler avec ses réalisateurs et aussi l'équipe parce que c'était un tout. Il y avait une cohérence d'équipe et avec une cohérence de workflow et qui nous permettait à l'époque de clouer le bec. On clouait le bec à beaucoup de gens parce qu'on sortait des productions en publicité qui sciaient les gens, quoi, parce que personne n'y croyait. Encore une fois, je me rappelle que à l'époque, on nous disait mais non, c'est pas possible. Et alors qu'on le faisait, c'était pas une question de c'est pas possible, c'est on le faisait déjà, quoi. Et voilà, et quand ça sortait, à chaque fois, on mettait des beignes un peu à tout le monde. Il y a un clip qui a fait un grand bruit, c'était le clip de Superman Lover, qui s'appelait Starlight, avec des petits bonhommes patates qui partaient dans l'espace. Voilà, qui a été fait par cette équipe avec du Lightwave, des la musique est entraînante et le clip est du super caméra bien. mapping à fond. Enfin, c'était à l'époque, c'était vraiment très rock'n'roll et on s'est beaucoup éclaté à faire tout ça. Et du coup, pas trop de grosses têtes quand on a comme ça au sommet quand même. Non, alors c'est pas oui et non. Alors on va dire que il y a forcément quand on tu travaille avec des gens comme ça déjà. Moi j'étais heureux de travailler avec ces gens-là. Et après c'est des gens qui avaient forcément beaucoup d'ego. Ouais. Il y avait beaucoup d'ego qui traînaient, mais l'ego fait partie du truc. Et quelque part, je pense que sans leur ego, ils seraient pas arrivés là où ils étaient arrivés à cette époque-là. Ils auraient jamais fait ce qu'ils ont fait, quoi. Donc finalement, l'ego à l'époque, c'est assez particulier, mais finalement, on se rend compte que l'ego est plus acceptable quand le succès est là. Voilà, quelque part. Ouais, voilà. Ça doit être assez curieux quand même. Voilà. Donc là, comme on était dans Successful, on va dire que les égos des uns et des autres, on arrivait à se les accepter.
Après, c'est vrai que je vais enchaîner justement après ces 5 années d'expérience un peu avec eux. Moi, à un moment donné, avec mon petit ego à moi aussi, je suis arrivé un peu aussi parce que au bout d'un truc avec eux aussi, parce que j'étais le dernier arrivé de l'équipe, et puis que au bout de 5 ans être le dernier arrivé de l'équipe, ou non, plus d'être le dernier de l'équipe, on a envie d'être aussi celui qui fait partie de l'équipe et plus le dernier de l'équipe au bout de 5 ans. Donc bon, voilà, il y a des choses qui m'ont donné envie d'aller reprendre encore un peu l'air encore ailleurs. Puis bon, si ça fait un peu partie des avantages de ce métier, c'est qu'on on a la possibilité de pouvoir changer d'air assez rapidement et assez facilement, de projets, de lieux, de gens, donc ça permet de se renouveler et de pouvoir voir des nouvelles choses. Donc là, moi, à cette époque-là, j'avais envie de partir aussi à l'étranger. J'avais aussi une situation familiale, personnelle qui faisait que j'avais envie de bouger, et je suis parti vivre en Angleterre. D'accord. Pendant 3 ans. Londres. À Londres, où j'ai rencontré donc Arnaud, notre cher ami Arnaud Cobel. Oh oui. Voilà. À Paris, pendant les 5 années où j'ai travaillé avec les frères Nicolas, je reviens juste là-dessus, j'ai aussi, donc le dit numéro 6, j'ai aussi travaillé pour un tas d'autres boîtes de communication. Donc eux, à l'époque, on travaillait sous la boîte qui s'appelle Partisan Midi Minuit, qui est une boîte de production au départ surtout, qui compte parmi les plus connus Michel Gondry. Oui, c'est pas rien quand même, voilà. Michel Gondry. Voilà, et un tas d'autres jeunes réalisateurs hyper tendance, un peu les descendants de Michel Gondry en communication, publicité. Voilà, les pubs Levi's faisaient avec la tête de souris à la place du avec le corps. Voilà, tous ces trucs-là se sont faits dans les locaux où on était, donc c'était assez grisant de voir toutes ces choses-là. Et puis après, j'ai aussi bossé pour un tas d'autres studios comme la station animation, la maison qui s'appelle les 3A, qui est la maison qui produit les Shadok. D'accord. Voilà. J'ai travaillé notamment j'ai pas mal travaillé avec un ami à moi qui est maintenant la personne qui a repris et qui fait vivre les Shadok aujourd'hui, puisque le réalisateur des Shadok, Monsieur Roxel, nous a quittés il y a quelques années. C'est ça. Ouais. Donc sa femme et un de mes amis essayent de continuer à faire vivre la legacy et les produits des Shadok. Là en ce moment, mon ami est en train de le relancer avec génial. Avec comment il s'appelle cet acteur belge, Paul Ward qui va être là, qui va remplacer Pied-Plus, qui n'y est plus non plus. Voilà, donc là il y a les Shadows qui vont se relancer, donc j'ai bossé pas mal avec eux, j'ai fait de l'habillage de DVD pour une réédition à l'époque, et j'ai pu faire notamment un petit court-métrage complètement série B en mode rock'n'roll, une adaptation d'une nouvelle de Moebius, d'un recueil de Moebius qui s'appelle L'homme est-il bon, qu'on a fait à l'époque vraiment en mode hippie. Mon pote m'a dit moi je suis un réalisateur de série B, j'aime ça et j'aime quand c'est fait comme ça et je veux vraiment qu'on le traite comme ça. Donc on a sorti nos bacs à jouer, on a sorti tous nos trucs, on a tout mélangé, c'est un micmac de stop motion, d'animation traditionnelle, de 3D, on a mis tout ce qu'on voulait pour obtenir cette espèce de résultat très série B dont on était assez fiers et qu'on a présenté à l'époque à Monsieur Roxel, qui était à Monsieur Jean Giraud, qui était encore parmi nous, et qui a tellement adoré le truc qu'il nous a donné les droits d'utilisation pour pouvoir faire la promotion de notre film à travers les festivals. Donc on est parti en festival avec ce petit court-métrage. Et voilà, on a eu un petit succès avec ça. Ça traîne encore quelque part Oui, vous pouvez le trouver sur YouTube. Il s'appelle L'homme est-il bon, voilà, réalisé par les 3A. Trop cool. On le mettra dans les notes de l'émission. Vous allez voir, c'est assez drôle. Et je pense qu'aujourd'hui, encore plus qu'à l'époque où on l'a réalisé, le truc est super frais, quoi. Est super frais, quoi. D'accord. C'est cool, c'est top. Surtout, sachant que c'est validé par Monsieur Giraud, c'est pas rien. Voir, grande classe, hein. Vous allez voir, je spoil, présence de Playmobil. Présence à vous de trouver le Playmobil. Vous allez voir, sur un plan, il y a un Playmobil. Voilà. Easter egg. Voilà, et donc je reviens à ma petite aparté, donc retour à Londres, donc décollage à Londres, parti pour donc rejoindre une société qui s'appelle DigiGuys, qui était une société qui à l'époque travaillait sur un projet très novateur pour la sortie de la PlayStation 3, il y avait que la PlayStation 2 qui était encore vivante à cette époque-là, enfin qui était la seule vivante. C'était donc en 2007.
Et là, à cette époque, le projet, c'était de faire un projet hybride entre un film et un jeu vidéo. Ce que nous avait expliqué Arnaud. Voilà. Un peu à la Quantic, voilà, exactement, un peu à la Quantic Dream, avec des séquences jouables et d'autres séquences qu'on regarde comme un film. Voilà, donc on avait un gros studio avec tout un studio. On avait à l'époque le plus gros studio de motion capture. Pas en termes de superficie, mais en termes de nombre de caméras. On a un système Vicon, qui était le système plus que reconnu à l'époque et le plus utilisé chez Weta et toutes les grosses sociétés. Et de toute l'Europe, on avait la plus grande quantité de caméras sur un nombre de mètres carrés très réduit, ce qui nous permettait en fait d'aller capturer jusqu'au mouvement de doigts. Waouh. Ah oui, quand même. Ouais. Donc, et on avait des gros spécialistes. Ouais, on avait notamment la spécialiste de chez Quantic Dream qui nous a rejoint à la fin d'Heavy Rain. Elle nous a rejoint sur le projet et elle est arrivée avec tout un tas de technologies, notamment d'animation faciale à travers un gant. Donc on faisait de l'animation faciale depuis un gant. Avec un gant, ouais. Ah ouais. Tu fais bouger tes doigts et c'est ça. T'as un visage qui cligne. Voilà, comme une marionnette, comme les marionnettes de chez Jim Henson, etc. Exactement, voilà. Donc, c'était très novateur. Je pense qu'on était même peut-être un peu trop en avance. On était tellement en avance qu'on a réussi à faire tourner un jeu en 60 FPS, en 1080 sur de la PlayStation 3. Sony n'y croyait pas. Même Sony il nous a dit mais non, c'est pas possible, on a fait une console, elle peut pas tourner en 1080. On connaît notre matos quand même. Voilà, on le connaît, on a dit si, venez voir, et on les a fait venir, on les a fait jouer, et du coup on a fait la couverture du magazine The Edge, qui était quand même le gros magazine, le mois de la sortie d'Assassin's Creed 2 qui s'est retrouvé en blister. On était en couve et Assassin's Creed 2 en blister. Ah ouais, quand même. Voilà. Donc c'était censé être un méga gros projet. Tout le monde l'attendait. C'était quand même assez balèze, et en plus le projet avait déjà eu toute une historique avec un faux départ, donc c'était un peu l'Arlésienne, tout le monde l'attendait, et bon finalement elle est restée l'Arlésienne puisque le studio à l'époque s'est fait racheter par un studio indien qui lui-même s'est fait racheter par Disney, qui a été dans l'année de la pire, qui a demandé à couper sec, et donc du coup ils ont mis tout le monde et tout le projet à la poubelle, ce qui était bien dommage parce qu'on avait sorti quand même un bon paquet, on avait largement dépassé la moitié du projet, on avait quand même quelque chose qui commençait à tourner. Il reste plus rien. Il n'en reste plus rien du tout. C'était quoi le nom du projet ? Le projet s'appelait War Devil. Il y a plus grand chose sur internet. Je crois que j'ai fait un petit peu de recherche sur internet justement pour voir si on pouvait en trouver. Vous avez peut-être trouvé 2-3 images qui traînent, mais il n'y a pas grand chose. Après, ce qui était assez révolutionnaire justement à l'époque, c'est qu'on a réussi à faire tourner tout ça parce que le patron de la société à l'époque était un visionnaire sur la technologie. Il était faux, mais de 3 ans. Il s'est trompé de 3 ans. C'était pas grand chose, mais il était faux de 3 ans. Il aurait attendu 3 ans de plus, il aurait été juste dès le départ, et je pense que le projet aurait eu 8 jours. Mais après, à la fois, est-ce que ça aurait été ce qu'il avait été, parce que il aurait peut-être pas, parce que initialement, ce projet devait sortir comme un des 3 jeux au lancement de la PlayStation 3, quoi. D'accord. Une exclue PlayStation. Ça devait pas sortir sur aucune autre console, c'était une exclue PlayStation. C'était, je crois, une des premières fois qu'il y avait, ils ont vu votre taf, ils ont voulu faire leur bébé. Voilà, c'est ça, on faisait partie, je crois qu'à l'époque, il y avait que 3 studios dans le monde qui avaient un kit de développement PlayStation 3. On l'a eu en 2006, le kit de développement PlayStation 3. Donc c'était assez impressionnant de travailler avec tous ces gens, et surtout, une belle équipe internationale de gens avec un talent incroyable qui était pour beaucoup en début de carrière, et qui sont devenus des gens aujourd'hui qui ont des renommées, qui ont fait des gros parcours, et j'étais assez fier de bosser avec ces gens-là parce que j'ai beaucoup appris avec ces gens-là. Alors du coup, j'en profite parce que tu parles d'un projet à mi-chemin entre le cinéma et le jeu vidéo, mais du coup, côté modeling, ça se traite comment ? Ça se traite comme un film ou comme un jeu vidéo ? C'est bête question. Justement, côté modeling, c'est un beau challenge. Mon patron était parti du point de vue qu'à l'époque, déjà, on traitait les jeux vidéo. Dans le jeu vidéo, on traitait les personnages et les décors de façon complètement différente. On acceptait complètement que pour un décor, on fabrique uniquement du low poly et qu'on fasse du texturing dessus pour aller cheater tous les détails qui manquaient.
Displacement et compagnie. Exactement. Contre, à l'époque, pour les Cara, on se permettait de pouvoir faire un ZBrush, de faire une mettre de la topo, tessellation et voilà, d'aller béquer de la normal map, du machin, du truc. On ne faisait absolument pas ça sur du décor à l'époque, quoi. D'accord. C'était, il y avait pas même de normal map sur les décors. D'accord. Et moi, mon boss a pris le pari de dire qu'on pouvait traiter tout le jeu de la même manière. D'accord. Voilà. Donc tout ce qu'on a fait, on l'a fait en high-end dans un premier temps. Ce que j'entends par high-end n'est pas une définition. Voilà, alors high-end, on me demande souvent ce que ça veut dire high-end. High-end n'est pas une définition de qualitative. C'est une définition qualitative dans un ordre donné. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire, alors, high-end, on pourrait se dire, oui, c'est un objet haute définition. Oui, mais ça dépend du domaine. Évidemment que un objet de haute définition en jeu vidéo n'a pas le même nombre de polygones qu'un objet haute définition d'un film ou d'une série. Ou voilà, donc c'est juste la version la plus haute du média pour lequel on le fabrique. D'accord. Voilà, la version la plus high-end. Voilà. High-end en 2 mots, high comme haut et end comme la fin. Donc une finalité haute. Haut de gamme, c'est quelque chose de haut de gamme. C'est le haut de gamme du domaine dans lequel on travaille. Mais évidemment, si on compare 2 domaines différents, les hauts de gamme ont des standards différents. Entre le précalculé et le... Voilà. Bien sûr. Donc voilà, le but du jeu et le pari de mon boss sur l'environnement et tous les props qui sont les accessoires, c'était évidemment de tout construire comme on aurait construit un personnage, c'est-à-dire d'aller construire quelque chose qui, au niveau détail, se situe de l'ordre du centimètre carré. Ah ouais. D'accord. Voilà. Wow. Oui, donc ultra effectivement, high-end, super précis, etc. Ouais. Chaque asset qu'on a fabriqué boulot, à l'époque aurait pu partir directement pour un film d'animation. Wow. Même pour certains assets qui pourraient encore faire l'affaire pour certains films d'animation d'aujourd'hui. C'était très, très, plus très tard, ça marchait oui, encore. on modélisait un bouton de la taille d'1 pouce du personnage. D'accord. Et comment il mangeait le moteur de rendu, tout ça? Tout était béqué. À la fin, on fabriquait un high-end, on fabriquait un low poly et on béquait tout du high-end vers le low poly. Logique. Voilà. Donc on se retrouvait quand même avec des objets très légers dans la scène, mais avec un max d'informations. Un niveau de détail très élevé. Mais pas peint, qui était tiré de 3D, donc avec des informations de lumière, de réalisme de lumière, d'occlusion, de peinture, de shading qui étaient là. Alors évidemment, comme l'a expliqué Arnaud, cette techno avait une certaine limite puisque les lumières n'étaient pas dynamiques, même si à la fois on avait trouvé une sorte d'hybride, c'est-à-dire que puisqu'on béquait, c'est-à-dire qu'on figeait dans la texture les spéculaires, par exemple. Un spéculaire, normalement, quand on lumière, j'imagine même. La plupart et toutes les informations de lumière, les ombres. Ça, c'est un truc qui est important à rappeler. En effet, sur du jeu vidéo, je crois que ça s'appelle de la light map, si je me trompe pas. Où toute l'information de lumière est directement reprojetée sur la texture en elle-même pour qu'elle puisse être conservée comme telle. Voilà. Donc du coup, on a l'impression qu'il y a de la lumière dans la scène, alors qu'en fait, non, c'est juste figé comme ça. Ça, c'est une technologie qui est arrivée après mon expérience. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était soit on faisait de la lumière dynamique, soit on n'en faisait pas. Il n'y avait pas de light map. Donc nous, finalement, on était un peu les précurseurs de la light map. En fait, mon boss avait poussé cette réflexion qui est devenue plus tard la light map. Mais lui, il l'avait poussé à tous les niveaux. C'est-à-dire que pour lui, il s'était dit, si je peux béquer une light, je peux aussi béquer un spéculaire, je peux aussi béquer une couleur, je peux aussi béquer tout un tas d'informations. Et là où il était malin, c'est qu'il s'est rendu compte qu'en analysant les décors, la plupart des décors étaient en extérieur dans ce jeu vidéo, et que la source de lumière en général en extérieur, il y en a qu'une et elle bouge très peu. Donc finalement, les lumières dynamiques, elles étaient pas très utiles. Pas besoin. Donc le même jeu vidéo avec des lumières dynamiques, il était pas très beau. Le même jeu vidéo avec des lumières qui étaient bien rendues par un beau logiciel qui faisait de la GI directement en ray tracing, parce qu'on utilisait Lightwave et qu'on béquait tout avec Lightwave et F-Prime, on avait une qualité d'asset qui ressemblait bien meilleure. Bien meilleure. Et quand on passait à la partie film, vu qu'on utilisait les mêmes assets, on avait des temps de rendu par image en full résolution avec 50 personnages à l'écran de 30 secondes de rendu par image. Parce qu'en fait, on calculait plus que du motion blur. Oui, d'accord. Tout était, les surfaces, c'était des surfaces lumineuses avec tout dans la map. Et tous les potards étaient à 0. Et le seul truc qui était à 1, c'était le light. Et tout le reste était à 0. Et toute l'info était déjà dans la map, quoi. Donc le moteur, il avait rien à recalculer. Il avait des polygones à calculer et du motion blur.
Voilà. Donc effectivement, gros travail en amont en fait pour avoir quelque chose. Voilà. Et quelque chose de cohérent qui soit constant entre on pouvait pas sentir de différence entre le jeu vidéo puisqu'on utilisait exactement les mêmes assets. Ouais. Waouh, c'est top. C'est cool, dis donc. Voilà, donc c'était un beau projet qui malheureusement est tombé à l'eau comme tant d'autres. Ce qui est assez incroyable dans cet univers, c'est que il y a assez régulièrement des projets qui peuvent même être amenés à être presque finaux, même pour certains même qui ont été finalisés et qui ne verront jamais le jour. Ouais. Voilà. Oui, mais en même temps, ça fait avancer les technos, ça fait avancer les mentalités, ça fait avancer les gens, justement. Et bien souvent, la plupart du temps, quand les jeux ne sortent pas, et c'est qu'il y a très souvent une bonne raison pour, qu'elle soit artistique, commerciale ou peu importe, mais il y a souvent une bonne raison derrière. Jamais personne n'abandonne un truc qui marche. Oui, bien sûr. Oui. Enfin. Complètement. C'est très rare. C'est très rare. Moi, la seule fois où j'ai eu, on va dire, à avoir affaire à ce cas de figure-là, c'était justement cette société indienne qui nous a racheté et qui nous a viré comme des malpropres. Parce que eux-mêmes, on leur a demandé de virer des gens. Ouais. Voilà. Parce que ça faisait partie d'un truc tellement gros et global qu'il y avait plus vraiment de contrôle au niveau de la société en elle-même. Donc, finalement, les 15 millions de livres qui avaient été dépensés, parce que quand même 15 millions de 15 millions de livres dépensés. Ah oui. Ces 15 millions de livres-là, à l'arrivée, qu'elles étaient mises à la poubelle ou pas, c'était pas... Ça changeait pas grand-chose. Pour le grand patron d'en haut, ça changeait pas grand-chose. C'était déjà dépensé, donc oui, voilà. Ouais. Au contraire, c'est de la garder qui lui aurait coûté plus cher. C'est ça. Voilà, donc... Et du coup, alors toi, comment tu rebondis par rapport à ça? Moi, je rebondis. Ça t'a fait grandir quand même comme histoire. Moi, ça m'a fait pas mal grandir parce que du coup, je me suis retrouvé à l'époque, vu que j'étais marié et que j'ai eu une petite fille qui venait juste de naître, je me suis retrouvé donc au chômage en Angleterre avec une petite fille de 4 mois. Tout va bien. Tout va bien, ouais, voilà. Pas de pression. Pas de pression et tout. Ouais. Et le système de chômage en Angleterre est très, 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 très bien fait, comme le système français. Donc, du coup, grâce à quand même l'Union européenne, j'ai pu me permettre de prendre un plan de repli qui a été de me dire je vais rentrer en France pour pouvoir me donner le temps de regarder qu'est-ce que je peux faire et comment je peux rebondir. Donc, je suis rentré en France, j'ai pu donc bénéficier d'un chômage puisque à travers l'Europe on peut bénéficier d'un chômage en ayant travaillé en étant européen, en travaillant dans le cercle de la communauté européenne. Pour combien de temps, on ne sait pas. C'est ça, parce que ça, c'était avant le Brexit. Mais pour l'instant, c'est toujours le cas. Hein. C'est-à-dire que quand on travaille, j'ai réédité l'expérience plus tard, comme je vais l'expliquer, et ça fonctionne à chaque fois. C'est-à-dire que en étant européen, quand on travaille dans un pays du territoire européen, le travail qu'on a fait dans l'autre pays doit être reconnu dans le sien. Pris en compte. Voilà, et pris en compte dans le sien. Donc, moi, ça m'a permis de revenir en France, de pouvoir prendre un petit peu le temps, de réfléchir un peu. À l'époque, j'avais aussi, parce que faut dire que les salaires en Angleterre la vie est très chère, mais les salaires sont aussi très hauts. Oui. Du coup, j'avais réussi à mettre un petit peu d'argent de côté. D'accord. Voilà, à l'époque. Donc, je m'étais dit, je rentre en France avec un peu d'argent de côté devant moi. Qu'est-ce que je vais faire? J'avais déjà à l'époque, là, ça nous amène à 2010. Donc, j'ai commencé en 2001, 2010. Ça faisait déjà 9 ans que je travaillais. Donc, je me disais à l'époque peut-être envisager de monter un petit business, faire quelque chose en France. Donc, je suis rentré en France et à l'époque, j'ai eu d'abord une première petite aventure, on va dire, si on peut appeler ça comme ça, avec Dwarf, puisque à l'époque où je rentrais, moi étant ami avec Olivier Pinol depuis longtemps, il m'a recontacté en me disant j'ai un projet, je suis en Angleterre, il faut absolument que tu passes me voir, j'ai un projet de fou, ça s'appelle Dwarf, c'est un truc de révolutionnaire, je vais te retourner le cerveau avec ça. Je suis allé le voir, il m'a retourné le cerveau, j'ai dit ok feu, c'est parti. Et donc j'ai donné des cours dans la toute première session de la Dwarf Academy. Wow. À des gens qui aujourd'hui sont devenus des leads et des superviseurs chez Dwarf. Donc, je leur ai donné des cours de modeling pour les initier à la modée, parce qu'aucun d'entre eux ne se destinait à faire de la modée, mais ils voulaient tous faire du lighting et connaître les bases de la modée. Ça nous semblait être important à Olivier et à moi, et on s'est dit que ça serait pas mal de leur apprendre ces choses-là, et je pense qu'ils ont bien kiffé d'apprendre ces choses-là, parce que ça leur a permis d'apprendre des choses justement, de démystifier beaucoup de choses, tous ces petits côtés sombres dont je parlais en début d'émission, en disant, moi je suis arrivé au début de carrière c'est comme la plupart des gens, en me disant ouais mais ça c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire ça en professionnel, pourquoi on utilise ce terme plutôt que celui-là. Moi je leur ai démystifié un petit peu le côté du polygone, quoi.
C'est cool. Démystificateur de polygone. C'est ça. Ça, c'est un beau titre. Démystificateur de polygone, exactement. Faudrait faire un t-shirt. Et du coup, voilà, j'ai donné ces cours. En parallèle, moi, j'ai monté ma société qui s'appelait Outline Digital, que j'ai conservé pendant, donc, de 2011 à 2019. Et donc, actuellement, je suis en train de la clôturer parce que là, à l'heure actuelle, j'arrive plus à gérer tout ce que je gère en même temps. Mais voilà, au sein de cette société, j'ai pu travailler dans quelque chose de vraiment. Je suis revenu à mes premiers amours, c'est-à-dire que je suis revenu à quelque chose de plus généraliste où j'ai pu fonctionner avec des petites équipes, voire pas d'équipes. La plupart des productions que j'ai fait au sein de cette société, je les ai fait entièrement seul. D'accord. J'avais une belle petite clientèle assez variée qui partait de l'univers de la publicité en passant par le product vis. Ce qu'on avait la product vis, c'est la visualisation de produits. C'est-à-dire que les produits aujourd'hui, avant d'être fabriqués, ils sont la plupart du temps designés. Et quand ils sont designés en 3D. Donc ces fichiers 3D existent déjà. Et donc les industriels ont commencé à comprendre qu'en faisant appel à des petits graphistes comme moi on n'est pas capable de fabriquer des voitures qui roulent, mais par contre on est capable de les rendre. Ouais. Et donc de faire une image de ces voitures avant même qu'elles existent. Et donc de les aider à vendre ces voitures avant même qu'elles existent. D'assembler tout ça bien comme il faut. Et... Donc j'ai pu travailler sur ce domaine-là, qui est le domaine du product vis, qui est assez poussé donc dans le domaine de la bijouterie, de l'événementiel, de l'automotive. Alors c'est quoi, c'est du NURBS que tu recevais? Souvent c'était des fichiers NURBS que je devais convertir en polygonal et utiliser pour pouvoir faire de l'animation et du rendu à peu près derrière. J'avais des clients assez prestigieux, j'avais peu de clients mais j'avais des gros clients, j'ai eu des clients comme Nissan, Airbus Hélicoptère, Boucheron, San Pellegrino, NSI, MUM, enfin voilà des pas des petits pas des petits joueurs quoi. Pas des petits joueurs, mais voilà. C'est l'épicerie du coin, c'est ça. Ouais. C'était des projets que j'ai toujours réussi à gérer, des projets à échelle humaine, puisque j'ai réussi la plupart d'entre eux à les gérer seul, ou pour certains, les plus gros, en faisant appel à des potes à moi, dans différents domaines, dont Arnaud Cobel, qui m'a aussi aidé, par exemple, à conceptualiser au niveau graphique tout un jeu vidéo qu'on a produit avec un autre pote à moi qui avait sa boîte à lui de jeux vidéo. D'accord. Donc on s'est associés tous les deux, on a mis des sous sur la table et on a produit un jeu vidéo. On était des pionniers, encore une fois, là-dessus. À l'époque, c'était que sur Apple, puisqu'il y avait que des téléphones Apple, il n'y avait pas encore d'Android. Ah oui, c'était un jeu mobile. Donc c'était un jeu mobile, voilà, c'était dans les tout premiers jeux mobiles, et c'était un runner, un runner game, ce qu'on appelle un runner game, un jeu qui est sans fin, qui s'arrête pas, qui fait juste qu'accélérer. Et à l'époque, les seuls qui existaient, c'était un jeu de moto vu de dessus et un jeu de genre vaisseau spatial vu de côté. Genre genre les jeux un peu vintage quoi. Et du coup en fait nous on s'est dit si on peut faire ça avec des véhicules, on peut faire ça avec un personnage, et on s'est dit on va faire ça avec un petit bonhomme. Donc on a designé un petit bonhomme singe qui court dans une ville post-apocalyptique, mais très cartoon, très coloré. Très coloré, très cartoon. C'était un truc très axé familial, avec un jeu très simple. On inclinait le téléphone à droite, le personnage est sur la droite, on inclinait à gauche, ça allait à gauche. Il y avait 2 boutons virtuels, jump et attaque, et globalement c'était tout, et on devait faire face à plein de monstres. Donc on a sorti un premier jeu comme ça, sans... C'est pas qu'on n'y croyait pas, on y croyait, mais on voulait juste se faire surtout un peu plaisir en voyant ce que ça donnait à l'époque. Mon pote faisait déjà des petits jeux vidéo qui avaient eu pas mal de succès, dont un qui s'appelait Nude Runner, qui malgré son titre, malgré son titre, c'était un jeu de strikers. Alors les strikers, c'est ceux qui courent à poil sur les terrains de foot jusqu'à ce que la sécurité les attrape. D'accord. Okay. Donc globalement, le jeu vidéo, le jeu c'était ça. Gaz et compagnie, c'est ça. Et voilà. Et donc du coup, on s'est dit, on va continuer dans les petits bonhommes qui courent. On va les rhabiller cette fois-ci. On s'est fait ça et c'est bon, j'ai déjà le modeling. On a eu à l'époque un succès assez incroyable. On n'attendait pas du tout ce succès-là. On a fait un demi-million de téléchargements en un mois. Pas mal quand même. Moi, je connaissais pas du tout ce monde du jeu vidéo mobile. Mon pote m'a appris qu'en fait, le monde du jeu vidéo mobile, le marché se situait entre la sortie du jeu et le mois qui suit, puisque le mois d'après, les Chinois l'ont déjà copié. Et que vous ne déjà plus gagner d'argent avec. Donc nous on était sur un mode free to play, avec publicité affichée qui paye, qui rémunère.
On a eu la mauvaise idée, on n'a pas eu le flair de se dire que les publicités, il fallait les cibler. Les cibler. Et en fait, on a ciblé le marché nord-américain et notre jeu vidéo a fait 20 000 téléchargements aux États-Unis et le reste en Asie. Sur le demi-million. Donc, voilà, on s'est retrouvé avec ce jeu qui a fait plein D'où la copie chinoise. Mais qui n'a pas fait un sou. Et entre-temps, après, il y a eu plein de jeux qui sont sortis. Temple Run, qui a fait un grand carton. C'est Saligo nous ont volé l'idée du personnage qui court. Ouais. Parce qu'on était les premiers, avant nous, personne ne l'avait fait. Donc, on leur a gentiment cédé ce petit concept-là, au passage. Et puisqu'on avait marché, en fait, un an après, donc 2 ans après, on a trouvé un investisseur suisse qui a cru au jeu vidéo et qui nous a dit, moi, je veux que vous le poussiez, que vous en fassiez un truc, une deuxième version, mais avec du vrai budget dessus, quoi. Donc, on a eu un vrai budget. Et pareil, une fois de plus, on a été trop visionnaire. On a inventé la Wii, Wiimote. Non, la Wii, le principe de la Wii de Nintendo avant la Wii. D'accord. C'est-à-dire qu'on avait on a ressorti le jeu une deuxième fois. Là, on avait fait une version donc mobile, une version PC. Donc le jeu était identique à jouer sur le mobile, sur le PC. Mm-hmm. Là, le jeu passait. Alors, la première version, c'était une vue caméra 3e personne du dessus arrière. Ouais. Là, on a switché le jeu, c'est-à-dire qu'on avait des phases comme ça, un level comme ça, et puis d'un seul coup, hop, la caméra elle switchait, elle se passait sur le côté là où tu te retrouvais à la Mario, en vue de côté. D'accord, à devoir juste gérer juste un saut, sur vue de côté quoi. Et le truc était dans un enchaînement absolu, total, avec plus de monstres, plus d'items, des collections, plus de personnages, enfin tout ce qui se trouvait sur les jeux mobiles. Plus de sous, parce qu'en faisant, les choses avaient évolué de façon incroyable. Ouais. Et donc voilà, on a ressorti le jeu une deuxième fois et l'idée c'était que t'as le jeu sur PC, j'ai le jeu sur mobile, je viens avec mon mobile, tu lances sur ton PC et j'utilise mon mobile comme manette, toi tu utilises le tien et moi t'as un iPhone, moi j'ai un Samsung, on se connecte tous les deux sur ton PC, on joue tous les deux au même jeu, toi avec ton mobile, moi avec le mien. Toi ton mobile sert de manette, moi le mien sert de manette, je me barre de chez toi, je continue à jouer sur mon téléphone. D'accord. Voilà, le tout stocké sur Steam, machin, enfin tout était calé, etc. Et oui, donc c'était plus via la technologie Wi-Fi. En fait, à l'époque, mon pote a juste compris que on avait déjà tous des trucs Wi-Fi dans les poches et que suffisait de mettre un PC au milieu et puis on avait une Wii, mais la Wii n'existait pas à l'époque. Hein, Wii ou Switch? Non, plus Switch que. Non, la Wii. Ah non, Wii, vraiment. La Wii U, c'était la première fois que les manettes. Oui, avait un écran, etc. Voilà, avec un écran, voilà, et que les manettes étaient Wi-Fi et puis que la manette servait de console, quoi, finalement. Mais ça, nous, on a sorti le jeu 6 mois avant que la Wii sorte, quoi. Donc voilà, les gens, ils ont pas vraiment super compris le concept, quoi. Donc ça a fait un flop, quoi. Mais bon, le jeu est superbe et je m'amuse toujours avec. le jeu était bien. Cool. Et par contre, ce qui a été génial, c'est que j'ai pu mettre en place la technologie qu'on avait utilisée en Angleterre pour fabriquer ce jeu vidéo. D'accord. Donc c'était le baking, le machin. Donc retour d'expérience du côté anglais pour. Voilà. C'est top. Voilà. Donc ça, c'était le gros de mon expérience que j'ai vécu. Non, après sinon, j'ai aussi fait du FX au sein de ma boîte pour pas mal de clips de rap. J'ai pas mal de potes à moi qui font du rap, qui ont des groupes qui sont plus ou moins connus. Mais ouais, j'ai clippé trois groupes, dont un qui a fait quand même 5 millions de vues. Ah oui. Donc je suis assez content. Un gars qui s'appelle Dean Berbugo et Nekfeu, deux petits noms du rap français assez connus, c'est des poids lourds en ce moment. Mais ouais, non, c'était assez cool parce que j'ai un ami à moi qui est aussi rappeur et qui est aussi réalisateur. Ouais. Et donc il réalise beaucoup de clips de ses potes à lui qui sont aussi des rappeurs et donc du coup comme ces gens-là commencent à avoir des budgets parce que c'est des gens qui commencent à être produits par des Virgin, par des grosses majors, qui rapportent des sous, donc voilà. Donc ils ont commencé à venir voir des petites sociétés de post-production, production comme la mienne pour faire des FX à droite à gauche, des trucs assez cool, assez sympas. Donc moi c'était vraiment pur bon enfant, je me suis vraiment éclaté à faire ce genre de choses là. Et j'ai dans le jeu vidéo, j'ai aussi travaillé, même si je considère pas ça vraiment comme du jeu vidéo, je considère plus comme du VFX. J'ai aussi travaillé pour Axis Animation sur la cinématique de Destiny 2. Cool. Voilà. En télétravail?
En télétravail, ouais, je travaillais. Ouais, parce que là, t'étais toujours à Montpellier à cette époque-là. Ouais, moi, j'étais basé sur Montpellier et la société Axis est basée à Glasgow, en Écosse. Donc, je travaillais avec eux à distance. Ils avaient besoin d'un gros extra, un gros senior pour pousser un gros asset important de la cinématique. Et voilà, du coup, j'ai pris en charge un gros asset sur un mois de travail en télétravail. Cool. Voilà. J'étais assez content puisque du coup, en fait, cet asset qui avait l'air d'être au départ, qui était juste impropre, c'est une pince qui suspend un gars qui s'est fait attraper, qui se fait questionner par le méchant. En fait, sur 15 minutes d'animatique, de cinématique, le truc est en plein pot, en plein écran. Le truc est sorti. En fait, là où Axis a bien joué le truc, c'est que moi j'ai travaillé pendant un mois sans savoir sur quoi je travaillais. D'accord. Et j'ai fait un truc, je savais pas quel était le projet, je savais même pas que c'était pour Destiny, quoi. Et un jour, je vais au cinéma. Et tu vois ton truc. Et je vois une bande-annonce pour Destiny qui utilise les scènes de cinématique et je vois mon objet en gros sur un écran de cinéma. Je fais, oh merde, en fait, c'était pour ça. C'était pour ça. Voilà. Voilà, donc c'était des belles expériences assez intéressantes. Et puis, depuis, j'ai pris la décision de fermer la société parce que, en parallèle, j'ai recommencé à travailler chez Dwarf, là, en production série depuis 2016. J'ai rejoint Dwarf sur la série Zoo. Ensuite, j'ai enchaîné sur Monchichi saison 1, Monchichi saison 2. Et maintenant, je suis sur les Monster, 2 nouveaux projets. Donc, je dirige le modeling en The Props sur Monster et Monchichi. Cool. Voilà. Quel beau parcours. Ouais, j'avoue. C'est top. T'es pas essoufflé? Non. Non, j'en ai encore un peu sous le coude. J'espère. Bon, il faut que je tienne encore un peu. Oui, on est qu'à la présentation. Hein. Ouais. 65 Alors ans, ça, c'était l'intro. Alors du coup, ouais, parce que tu nous as dit que t'avais été indépendant et en même temps, visiblement, t'as été en entreprise. Enfin, en même temps chez Dwarf et voilà. Je liais les deux. Comment on peut faire? Parce que t'as des heures de bureau quand même chez Dwarf. Ouais, on fait des doubles journées, on dort 3 heures par nuit. D'accord. Il n'y a plus beaucoup de choix puisqu'une journée fait 24 heures. Si vous en passez 10 dans une société, entre 8 et 10 dans une société dans la journée, que vous alliez à ça votre vie de père, donc passez un petit peu de temps avec votre enfant, une fois qu'il est couché, vous commencez à travailler. Donc vous mangez d'abord un peu, vous regardez un peu la télévision, puis après vous commencez votre deuxième journée de travail. Et donc ça commence à aux alentours de 22 heures. 22 heures, on commence la deuxième journée de travail, on va se coucher vers 4-5 heures du matin, on fait une petite sieste de 2-3 heures et on repart pour une nouvelle journée. Moi, je comprends pas pourquoi tu as voulu fermer la société, ça. Alors bon, c'est vrai que je l'ai beaucoup fait quand j'étais plus jeune, j'ai beaucoup mêlé, puisque j'ai beaucoup fait d'intermittence du spectacle, j'ai beaucoup travaillé sous ce statut-là, donc je mêlais beaucoup de sociétés, beaucoup de contrats en même temps, donc quand on veut en faire plus, à un moment donné, il faut pousser les murs. Donc pousser les murs, c'est pousser les heures, et puis tirer, gratter sur les heures de sommeil. À 41 ans, presque 42, j'avoue, je commence un petit peu à le sentir. J'arrive encore à tenir la route, mais j'avoue que de temps en temps, je me dis, c'est un peu dur, quoi. Ça commence à être un peu dur. Et puis t'as peut-être plus et envie puis de le but passer du du jeu temps aussi avec ta fille, le but du jeu aussi de sortir de ma société, c'est que ça faisait déjà 7-8 ans que j'étais dedans. Et travailler seul, tourner en rond, c'est cool. Il y a un côté super cool, c'est qu'on est d'accord avec soi-même, donc du coup on se bat avec personne. Oui. C'est déjà vachement plus simple au quotidien. Ça doit faciliter quelques trucs. Ouais, on est un peu plus zen quand on gère une production, qu'on est seul. Maintenant après, à l'inverse, on est tout seul face à son désespoir quand on a fait des choses qui vont pas, ou face à un problème, face à des problématiques, etc. Je me suis retrouvé des fois face à des productions qui devaient me faire gagner de l'argent, qui m'en ont fait perdre. Qui ont été hyper time consuming, donc qui ont pris de mon temps personnel, parce que c'est très difficile. Après, ce qui est très difficile à gérer, c'est d'arriver parce que quand on travaille chez soi, il faut arriver à faire la part des choses et arriver à dire stop, là maintenant, je suis père, donc je m'occupe de ma fille, je dois m'arrêter. Là, je reprends et là, je me lève. Mais même si je suis chez moi et que j'ai la télévision en face de chez moi, j'ai l'ordinateur derrière, il faut que je me mette à travailler. Donc il y a toutes ces choses-là qu'il faut arriver à mettre en place, à s'autodiscipliner pour arriver à faire en sorte de trouver un rythme et arriver à travailler.
malgré tout ça et malgré le fait que j'ai vraiment essayé d'optimiser au max, je crois que je suis arrivé à un moment donné où, quand on dort plus que 4 heures par nuit et que ça se cumule sur presque un an, on est sur les genoux et il faut faire des choix. Donc j'ai fait ce choix-là. Avec un petit pincement au cœur, mais sans regret, parce que finalement, ma société m'a amené beaucoup de choses, elle m'a permis de faire beaucoup de choses. J'ai pu travailler, gagner ma vie grâce à elle pendant un certain nombre d'années. Aujourd'hui, j'ai envie de passer à autre chose, changer veut pas dire que je n'y reviendrai pas, que potentiellement je n'ouvrirai pas de boîte plus tard. En tout cas, aujourd'hui, t'as déjà l'expérience, quoi. Voilà. Aujourd'hui, j'ai envie de revivre une expérience en team avec des gens, travailler sur un plateau, me donner d'autres challenges aussi, puisque les productions sont plus grosses, sont d'autres challenges, et du coup, c'est assez intéressant de pouvoir travailler. On veut du futur film pour de la série et compagnie. Ouais. Ce genre de challenge-là. C'est cool aussi, ça c'est cool aussi. Ouais. Et puis je vais pas mentir, c'est vrai que Monstres et compagnie, c'est un peu le projet que moi j'attends depuis toujours. Hein. J'ai été le voir au cinéma, ça faisait 2 ans, 3 ans que je travaillais et je me disais c'est ça que je veux faire. Arrête de faire du print, c'est ça que tu veux faire. Finalement, de voir Monstres et compagnie qui arrive à Montpellier, sans que j'ai eu besoin d'aller jusque là-bas, c'est pas mal. Bel achèvement. Du coup, par rapport à ton expérience, par rapport à ton expérience, j'ai envie de dire scolaire, enfin comment tu as appris le métier, est-ce que tu penses que, et en plus tu as donné des cours à la Dwarf Academy, comment tu penses que les écoles style ESMA, etc., toutes les écoles de 3D, est-ce qu'elles forment bien au modeling ? Alors, moi, là-dessus, je suis assez vindicatif, c'est-à-dire que je vais même dire un grand nom, c'est-à-dire que déjà le modeling c'est un domaine qui est un peu fourre-tout et à la fois pas grand monde sait s'il va vouloir en faire ou pas. C'est très rare les gens qui savent dès l'école qui vont vouloir faire du modeling et que c'est ça qu'ils veulent faire. C'est assez paradoxal. Pourquoi c'est paradoxal ? Parce que à chaque fois qu'on commence en 3D, peu importe le domaine dans lequel on va se destiner, la première chose qu'on est obligé de faire en tout premier, c'est faire un modèle. Je veux dire, même une balle, si on veut être animateur, la chose la plus simple qu'on peut animer, c'est une balle. Il va falloir faire au moins une sphère. Et cette sphère, il va falloir la modéliser pour pouvoir l'animer. Si on veut faire du lighting, il va bien falloir avoir un cube, une sphère et un cône pour pouvoir le lighter, pour pouvoir commencer à regarder comment marchent les spéculaires et comment marchent les shadows. Donc à un moment donné, on est tous obligés de passer par cette phase de modeling et à la fois, il y en a très peu qui y restent et qui ont envie de le pratiquer avec une vraie foi, une vraie passion pour ça. Je trouve beaucoup de gens qui se retrouvent sur le marché de l'emploi à postuler dans ce domaine-là, plus par dépit que par vrai choix, quoi. Et là où je trouve ça un peu pénant, c'est que je me rends compte que dans les écoles, moi c'était déjà mon cas à mon époque là, mais à mon époque à moi, mais moi ça remonte à il y a longtemps, mais je me rends compte que 20 ans plus tard, en fait, les écoles ne forment toujours pas au modeling. Le modeling, c'est considéré comme quelque chose de simple, facile, acquis par tout le monde, parce qu'on le pratique très rapidement. Mais finalement, le vrai modeling professionnel, avec toutes les compétences que ça demande à avoir, c'est-à-dire, quand j'entends par compétences, c'est les connaissances. On est le premier maillon de la chaîne de la production de 3D. Donc du coup, il faut qu'on travaille avec tout un tas de départements, pas qu'un seul, pas juste celui qui est derrière nous. C'est plein d'autres qui sont derrière nous. Ouais. On doit travailler en étroite collaboration avec le surfacing, on doit travailler en étroite collaboration avec le layout, on doit travailler en étroite collaboration avec le rigging. Ça, c'est les 3 principaux avec qui on travaille, mais vraiment très proches. Et on a quand même aussi très régulièrement un travail à faire avec le lighting, voire l'animation, parce que quand il manque un loop pour plier, pour le rig, pour le machin, c'est souvent parce que ça revient de l'animation qui dit là on a des déformations dégueu, il faut qu'on ait plus de loop, donc ça revient par le lighting, et finalement ça reviendra toujours au début du maillon, et on est les premiers, donc forcément c'est quelque chose qui est considéré souvent comme acquis très rapidement, mais finalement je me rends compte que le standard qui est utilisé en production aujourd'hui n'est pas appris en école. J'en parle assez régulièrement avec des directeurs d'école, et je crois que le problème qu'il y a, c'est qu'en production, il y a des départements qui ont un côté un peu plus star que d'autres. C'est une réalité, c'est un peu comme dans une équipe de football, l'avant-centre, il est un peu plus la star que l'ailier gauche ou que l'arrière gauche.
dont on a souvent rien à fiche. L'arrière gauche qui fait son travail en défense, on s'en fout un petit peu. Mais malgré tout, il est là sur le terrain et il fait en sorte que... il fait son taf, quoi. Et voilà, et c'est vrai que dans le monde de la CG, il y a des domaines stars. Le domaine de l'animation et le domaine du lighting sont des domaines qui sont très souvent mis sur le haut du plateau et poussés en avant. Et c'est souvent ceux-là que les jeunes ont envie de faire. Et dans le modeling, souvent, on va dire que 90% des gens qui disent quand même vouloir vraiment faire du modeling, ils veulent faire du caractère et pas de l'environnement ou du props. Ce qui est assez paradoxal parce que quand on est un amoureux du modeling, on voudrait avoir envie d'en faire le plus possible. Et moi, j'ai fait une analyse de plusieurs films de CG et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que 70% des plans d'un film ne sont pas des close-up. Donc 70% des plans sont composés à 80% d'autre chose que de personnages. Oui, logique. Donc la grande majorité des pixels d'un film est composée d'environnement et de props, et pas de personnages. Les personnages ne représentent que 20% des pixels d'un film, finalement. Et donc tous ces gens veulent absolument se spécialiser en caractère, en se disant « je suis un amoureux du modeling », je veux faire du cara, mais finalement, c'est eux qui vont remplir le moins de pixels possible à l'écran, quoi. Donc, si on est un vrai amoureux du modeling, je pense que regarder ça, c'est quand même assez intéressant. Et après, il y a aussi beaucoup de gens, dont moi je fais partie, qui aiment autant faire les deux. Moi, j'aime autant faire les deux. J'aime autant faire du cara que de l'environnement. Et j'ai fait aussi du cara. Et c'est d'autres petites connaissances et compétences à connaître, un peu différentes, mais c'est des domaines qui sont assez intéressants les deux et qui, quand on est passionné du modeling, à mon avis, on ne peut pas se prétendre être un modeleur de caractère sans jamais avoir fait une fourchette ou un verre de sa vie, quoi, ou une chaise. Et à l'inverse, pareil, je comprendrai jamais un modeleur qui se dit, moi, ça fait 20 ans que je fais du modeling, que je fais du vaisseau spatial, j'ai jamais essayé de faire un personnage. Je dis pas d'en réussir, d'être un tueur en perso, juste d'essayer, avoir la curiosité de se dire, je pousse des polygones tous les jours. Il y en a d'autres qui font la même chose que moi à côté, ils font des persos. Est-ce que c'est si différent que ça? Est-ce que je vais essayer pour voir, c'est où les différences? C'est quoi la différence de métier entre cara modeler et env modeler, quoi? Et alors, du coup, est-ce qu'il y a une différence? Alors, effectivement, il y a des différences. Les outils sont les mêmes. Ouais. La base de connaissances reste la même, mais après, il y a des petites finalités, des petites précisions qui sont un peu différentes de l'un à l'autre. En termes de polygon flow, notamment. Polygon flow, c'est l'agencement des polygones. D'accord. La topologie. Topologie, voilà, c'est ça. Qu'on dit. Mais la topologie, c'est plus vulgaire, c'est pas plus vulgaire, c'est plus large, c'est un sens plus large. La topologie, ça signifie un ensemble de polygones. Peu importe comment ils sont fichus. Le polygon flow, ça parle vraiment de la façon dont les polygones sont agencés les uns par rapport aux autres. Pourquoi on met ce polygone au-dessus de celui-là plutôt que le mettre à côté? Genre autour des yeux, autour de la bouche. Ce genre souvent de choses, sur des personnages, ça va s'orienter autour de ce qu'on appelle les lignes de force. Les lignes de force, ce sont les lignes autour desquelles les animations se passent. Par exemple, la commissure de la bouche ou la ligne qui part de la commissure de la bouche au coin du nez. Donc ce gras là qu'on a au niveau de la joue là. Ça, là, cette ligne qu'on dessine quand on dessine un bonhomme en 2D, souvent, ça fait partie des quelques traits qu'on dessine pour faire voilà. J'ai résumé les lignes de force à les quelques traits qu'on dessinerait quand on dessine un visage humain, quoi. Ouais, c'est les traits principaux. C'est ceux qui bougent et ceux qui participent à l'expression du personnage. Donc, ceux-là, vu qu'ils vont être amenés à être animés, ils nécessitent un traitement au niveau des polygones particuliers qui est qui est différent sur un objet qui est dit hard surface, donc un objet qui est non déformable. Alors justement, j'allais te poser la question, tu fais bien la différenciation entre organique et hard surface. C'est ça dont tu parles, toi, comme terme. Exactement. Parce que du coup, on a le cara modeling, on a l'environnement modeling, mais c'est souvent résumé à l'intérieur de la CG comme organique versus hard surface. Versus hard surface, exactement. Voilà. Et du coup, j'en profite directement pour rebondir sur la question des compétences dont on a un peu parlé tout à l'heure. À ton avis, pourquoi, pour toi, quelles sont les compétences indispensables à avoir ou à développer en tant que modeleur? Et que vrai modeleur et amoureux de la modée. Ceux qui saignent pour la modée. Les vrais, les durs. Il y en a une qui est, je pense, celle-là, elle est commune à tous les gens qui travaillent dans la CG ou même dans l'image. C'est d'abord, avant tout, avoir une passion pour l'image.
Oui. Logique. Oui. Si on n'aime pas... Hashtag Arnaud Cobel. Voilà, si on n'aime pas regarder des BD, qu'on n'aime pas aller au cinéma, qu'on n'aime pas faire de la photo, enfin, là, il faut peut-être se poser la question de est-ce que c'est vraiment le domaine et la direction dans laquelle on veut partir. Donc, un amour de l'image inconditionnel, je pense que ça, c'est la condition sine qua non numéro 1. Une grande curiosité. Ouais. Beaucoup d'observation. Parce que, en tant que modeleur, l'observation, c'est capital. Ce qui amène forcément à une très grande source de référencement. Le Google est un des plus grands amis des modeleurs. Ouais. Ne pas réinventer la roue, très souvent, aller voir ce qui se fait, comment la réalité est faite ou la nature est faite. Ça amène beaucoup de réponses souvent de techniques, de comment faire les choses techniquement nous-mêmes en 3D. C'est-à-dire au niveau de l'agencement des polygones, au niveau de la forme, découpage, découpage. ou la façon dont on va justement poser son polygone flow pour, je sais pas, je vais donner un exemple concret, de la mécanique. Sur de la mécanique, évidemment que nous, on va pas faire un moteur de voiture entier, mais il faut qu'on fasse un objet qui donne l'impression que le gars qui regarde le film, il a l'impression de voir un vrai moteur. Donc même si on va pas faire tous les rouages, il faut quand même qu'on aille regarder un petit peu comment est foutu un moteur pour de vrai, pour aller se dire, ouais, alors pourquoi ce rouage-là, il est plus important que celui-là, et pourquoi c'est celui-là qu'il faut que je mette absolument à l'écran, et que celui-là, on s'en fiche un petit peu parce que finalement, ça n'a pas de grande importance. Donc finalement, ça amène à apprendre beaucoup de choses en termes de fabrication. Moi, j'ai appris en 20 ans beaucoup de choses. J'ai une connaissance assez vaste sur la fabrication des choses concrètes dans la vie. Comment, industriellement parlant, on fabrique les choses aujourd'hui. Et ça part de tout, puisque finalement, on fabrique de tout. On fabrique autant un immeuble que une chaussette pour une poupée. Donc finalement, ça nous amène autant à avoir des connaissances et des compétences d'architecture que de stylisme ou de voilà. Donc ça, vu qu'on fabrique tout sauf les personnages, vous voyez, hein, c'est très large, sachant. Ouais. En plus, on peut mettre le multiplicateur par le nombre de domaines, de styles et d'univers qui peut exister. Ouais, bien sûr. Entre la science-fiction qui est pas réaliste, le réalisme, le cartoon. Voilà, on peut même un même objet, on peut le refaire 4 fois dans sa carrière en le traitant à chaque fois différemment parce qu'on sera dans un style différent pour des finalités différentes. Les trucs steampunk et compagnie, tu peux avoir des sous-catégories, etc. Bien sûr. Donc c'est ce qui fait aussi on s'ennuie jamais parce qu'on renouvelle souvent les choses. Et c'est ce qui fait aussi qu'on doit, dans les compétences qu'on doit avoir, c'est aussi la patience. Parce que des fois, il faut savoir accepter de revenir plusieurs fois sur le même truc, ou refaire. Monstres et compagnie, je vais donner un exemple. Monstres et compagnie, c'est une histoire de portes. Des portes, il y en a plein. Donc, va décliner des portes. Faire plein des portes. Voilà, donc c'est ce genre d'exemple-là. Après, il y a d'autres domaines. Bon, le dessin, ça aide beaucoup. Des connaissances en lumière, en photographie, ça aide beaucoup. Avoir une connaissance, avoir un œil, aiguiser son œil sur regarder beaucoup de choses, des films, des BD, des expos. Beaucoup de curiosité. Élargir à plus que juste l'image animée même. Aller voir ce qui se fait en art pictural, aller voir ce qui se fait en architecture. Voilà, le dessin toujours. Même si on n'est pas un Michel-Ange, savoir un petit peu crayonner. Je sais pas si vous avez vu un petit peu, mais à chaque fois nous modeleurs, à chaque fois qu'on essaie d'expliquer un truc, on peut pas s'empêcher de choper un crayon, un stylo et puis d'aller faire regarde, c'est comme ça. Même si c'est mal dessiné, ça permet d'expliquer à la personne et d'avoir des courbes, même ne serait-ce que ces petites bases de dessin là, ça sert. Même le polygone flow dont tu parlais tout à l'heure. Et puis aussi avoir, le polygone flow dont je parlais tout à l'heure, et être team player parce que, comme je le disais, comme on est au début de la chaîne, on doit savoir jouer avec les gens de notre équipe, mais aussi avec les gens de toutes les équipes et être là pour, à défaut de faciliter toujours le travail des autres, parce que chacun a sa masse de travail, être là pour faire en sorte que, vu qu'on est la base, on crée pas dès le départ des boulets. Justement, c'est ce que j'allais dire. Du fait que vous soyez au début de la chaîne, c'est d'autant plus important de penser à la fin de la chaîne. Exactement. Parce que donc il faut qu'on ait une vision à long terme. Plus de facilité. Ouais. Exactement. Il faut qu'on ait souvent des visions à long terme, qu'on essaie de se lancer. Souvent, on nous demande de fabriquer des objets alors que le synopsis, le script qui va utiliser cet objet-là n'est même pas encore écrit. Donc on nous demande de faire un objet. Je sais pas quelle va être l'utilité, quoi. Enfin, si l'utilité, si on nous demande de faire un micro, on sait que ce sera un micro, mais est-ce que ce micro est de près, de loin, utilisé par combien de personnes? Est-ce qu'ils vont le déformer, l'animer? On le sait pas au départ, donc il faut qu'on anticipe au maximum les choses,
être assez dans le futur quoi, en permanence quoi. C'est de se projeter au maximum sur ces choses-là quoi. Après, du côté vraiment pratique des choses, les compétences qu'il faut connaître, qu'il faut avoir, c'est maîtrise des volumes, de la composition de l'image, des proportions, évidemment des logiciels 3D, du dessin et de la référence, quoi. Oui. Un bon petit medley de tout ça, quoi. Voilà, beaucoup de curiosité, de curiosité et de référencement. D'aller chercher. Voilà, pas inventer la roue. Souvent, on a la réponse sous le nez, quoi. Alors justement, par rapport à ce dont tu parlais tout à l'heure, c'est quoi tes outils à toi? Et pourquoi tu les aimes bien? C'est quoi leurs avantages, leurs inconvénients? Moi, à l'heure actuelle, j'utilise plusieurs outils dans ma carrière. J'ai utilisé donc Lightwave, comme je l'ai dit précédemment. J'ai utilisé aussi énormément Modo. C'est peut-être l'outil que j'ai le plus utilisé professionnellement. Modo, c'est The Foundry. Modo, c'est The Foundry, ouais. J'utilise beaucoup à Dwarf, on a beaucoup utilisé Blender, donc j'ai utilisé Blender en production et un petit peu Maya, j'ai un petit peu touché à Maya, un petit peu XSI, un petit peu à Max, un petit peu à C4D, je les ai tous un petit peu ouverts au moins une fois ou deux sur une production, sans jamais forcément toujours les pratiquer réellement jusqu'au bout, quoi. Mais globalement, ces outils-là, qui sont des outils généralistes, si on les compare d'un point de vue sur le plan modeling, sont très similaires. Ce sont des outils qui sont très similaires. Après, les différences vont se faire sur les philosophies. Et après, en modeling, par contre, il y a un truc qui est inexorable, parce que les philosophies peuvent être différentes et on peut en préférer une autre par rapport à une autre, mais il y a un truc qui est inexorable en modeling, c'est qu'à un moment donné, si on veut gagner en efficacité, c'est le nombre de clics qui compte. Donc voilà, une interface bien pensée, un truc pas trop usine à gaz, les outils, parce qu'on n'en utilise pas des milliards non plus en modeling, on utilise souvent les mêmes, des bevels, des extrudes, des slides, des cuts, des bridges. Globalement, je pourrais les faire, je pourrais les faire tenir entre mes doigts de pied et mes doigts de main. Quoi. C'est difficile pour modeler quand même. Ouais. On peut y arriver. Ça se tente. Mais non, voilà, les tools, c'est toujours les mêmes. On passe d'un logiciel à un autre, c'est toujours les mêmes. C'est juste, ils sont renommés différemment. Et c'est ce qui va faire la différence, c'est ça. Moi, ce que j'aime chez ce produit, dans Modo, celui que j'aime particulièrement, et pourquoi c'est celui que j'ai choisi, notamment pour le choix de ma société à moi, c'est que c'est un logiciel généraliste très bien fait, qui est un logiciel avec un cœur moderne en termes d'écriture et d'évolution. Il a encore des années devant lui, alors que la plupart des autres logiciels que j'ai cités sont un peu en termes de cœur et d'écriture un peu dans le passé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est plus à empiler des choses les unes sur les autres pour continuer à les faire tenir que à se dire qu'on peut encore les next steps. On y arrive toujours, on bricole des choses pour les faire arriver jusqu'au next step, mais voilà, moi je remarque en tout cas au quotidien dans la pratique de ces outils que les gens galèrent de plus en plus à les utiliser, alors qu'on devrait être de plus en plus à l'aise. Et en 20 ans, moi il y a 20 ans, on rêvait de logiciels où on ferait 4 clics et on ferait les choses en 4 clics. Bon, on est revenu sur les pieds sur terre. On se dit bien que si c'était le cas, on n'aurait peut-être pas tous du travail. Donc effectivement, on y trouve un avantage à ce que ce soit pas comme ça, mais quelque part aussi, voilà, c'est ces outils qui font que aujourd'hui, on a tous du travail et on fait globalement le même travail que de passer d'un logiciel à un autre. Donc il faut pas avoir de crainte. Modo, après moi, fait partie des choix que j'ai trouvé les plus efficaces pour ma société, parce qu'il était généraliste et qui me permettait de faire tout, du sculpt au modeling, en texturing, aux UV, au rendu. Je faisais tout dans un seul software. Je crois qu'à part sortir de là pour aller dans Photoshop, ça te suffisait, quoi. Voilà. Après, c'est vrai que c'est une question qui est quand même assez globalement vaste et qui voudrait presque le coup de faire une seule et même émission juste pour cette question-là. Les choix aussi de pipeline complexe contre pipeline simplifié. Il y a plusieurs écoles. Il y a une grande conversation. Je pense que ça, c'est d'autres émissions à faire. Une autre émission qu'on peut. Un spin-off. Exactement. Et du coup, comment tu penses que ton métier va évoluer parce qu'on voit par exemple, il y a des technos comme la photogrammétrie.
du coup, alors, le modeling, il n'y en aura plus. Il y a un truc qui est très paradoxal dans mon domaine à moi, c'est qu'en termes d'évolution, il y a énormément de choses qui se passent. Et à la fois, pas beaucoup. J'entends par là que quand j'ai commencé il y a 20 ans, on me disait le modeling ça va disparaître parce qu'il y a un truc génial qui vient de sortir, c'est les scanners. Ça fait 20 ans que je fais du modeling, les scanners sont là depuis 20 ans et on continue à faire le modeling. Tout le monde cohabite très bien. Parce qu'il y a quand même toujours un truc fait à la main qu'un scanner il fait pas. Alors tu vas me dire oui, mais avant le scanner il va scanner une sculpture et la sculpture elle a été faite à la main. Oui, mais donc du coup ça veut dire qu'il faut qu'on sculpte tout là, on va pas ressortir les terres glaises ou genre on fait des trucs plus propres. Ça s'appelle ZBrush, ça s'appelle Maya, ça s'appelle Blender, ça s'appelle ces logiciels là qui nous permettent de travailler plus proprement et de faire des choses plus propres et plus avec un CTRL-Z. Avec un fameux CTRL-Z, ouais. Voilà. Et tout un historique qu'il faut faire péter. Mais bon, après, voilà, ces outils-là, moi, c'est des outils que je vois continuer à évoluer, même si ils ont pas tant que ça changé. Comme je disais, les Bevel, ils existaient déjà il y a 20 ans et on utilise toujours les mêmes pour faire les mêmes trucs. Mais il y a cette patte et cette touche de l'homme qu'on pourra jamais enlever finalement. Et même si on peut créer des algorithmes qui peuvent arriver à nous créer peut-être dans un premier temps, dans un futur, peut-être des voitures ou des maisons ou des immeubles. Ouais, le modèle procédural, tout ça. Ouais, de là à créer des algorithmes qui seraient capables de créer un être humain, là, j'y crois pas, quoi. Donc, et comme le saint graal de la CG, c'est d'arriver à refaire un être humain plus vrai que l'être humain, moi je dis filmons-le. La grande ouverture. Voilà. Mais voilà. Après, au sein des outils de modeling, on a vu des évolutions qui arrivent, comme on travaille aujourd'hui exclusivement à la subdivision. Ça, c'était quelque chose, par exemple, les écoles ne forment pas. Je reviens sur quelque chose qu'on a dit plus tôt. Les écoles ne forment absolument pas la subdivision, alors que pratiquement toutes les productions aujourd'hui se font en subdivision. Il y a tout ce qui est des outils d'UV qui sont aujourd'hui l'UV. Moi, quand j'étais jeune et que j'ai commencé, des fois, j'ai eu des missions entières, des prods où je faisais que de l'UV, parce que c'était un boulot à part entière, c'était une tâche, t'étais UV man. Voilà. Aujourd'hui, l'UV, il est partagé soit en surf, soit en modé, mais c'est plus une tâche, c'est juste une étape. Voilà, parce qu'on a des outils qui en 4 clics nous permettent de déplier les choses. On a des outils qui ont évolué en termes de visualisation de cette fameuse subdivision, comme l'Open Subdiv, qui permet aujourd'hui de modéliser en ayant des gains de temps de travail, parce que quand on subdivisait de façon classique, ça plombait parce que plein de polygones. Là, la subdivision, l'Open Subdiv, ça nous permet de travailler avec la subdivision en full et de monter haut, ce qui nous permet vraiment de visualiser les choses en full ARS du début jusqu'à la fin du processus, sans pouvoir se dire allez on passe en basse res parce qu'on anime et qu'on en a trop dans la scène et que l'ordinateur ira, mais que voilà. Et puis après aussi tout ce qui est l'évolution du côté sculpte et rotopo, quoi. Voilà. D'accord. Écoute, on discutera encore des heures et des heures. On a encore plein de questions. Je pense qu'on te réinvitera pour d'autres sujets, pour revenir une seconde partie, discuter. Ouais, pourquoi pas. On verra comment vont réagir les poditeurs. Deux dernières petites choses. Quelques recommandations très rapides. Tu nous en donneras, on en mettra plein sur les notes de l'émission. Mais allez, deux, trois petits trucs. Je remettrai en référence tous les logiciels, que ce soit les logiciels généralistes, tous les logiciels de photogrammétrie, puisqu'on a évoqué la photogrammétrie, donc je pourrais renvoyer à des logiciels de photogrammétrie. Après, moi, ce que je vais conseiller, c'est allez, maîtriser la subdivision. Ça, c'est sûr et certain. Maîtrisez votre Polygon Flow. Les 3 règles, pour moi, c'est l'ordre de priorité, c'est silhouette, Polygon Flow, détail. Jamais n'inverser cet ordre-là. C'est juste votre Polygon Flow derrière et après votre détail. 3 lignes pour un angle. Ça, c'est pour la subdivision. Ceux qui travaillent la subdivision comprendront la règle de 3. Toujours. Après, en termes de références et de recommandations, moi je vous recommande d'aller voir tout ce qui se passe du côté chez The Foundry, non pas seulement que leurs produits, mais aussi les galeries, puisque pour chaque produit vous avez des galeries, et tout ce qui se fait au sein des galeries de chacun de ces produits-là sont des choses vraiment extraordinaires. Moi, je vous engage à aller voir ce qui se fait sur la galerie de Modo. Vous allez voir la qualité de ce que font les artistes sur Modo. C'est vraiment quelque chose de très enrichissant, surtout qu'ils sont très
communautaires et qui partagent beaucoup leur expérience à travers des petits tutos, des trucs comme ça, des making-of et des trucs dans le genre. Je vous recommande aussi un bouquin, parce que si on doit en recommander un, c'est un bouquin qui s'appelle Pushing Points, qui a été édité chez Pushing Points, qui s'appelle Topology Workbook, qui a été fait par un monsieur qui s'appelle William Vaughan, qui est un pape du modeling et de la topologie. Voilà, le livre montre en exemple tout avec un logiciel qui s'appelle Modo, mais évidemment c'est généraliste, ça s'adresse aux gens qui veulent faire de la subdivision et connaître tous les tricks de Polygon Flow en termes de subdivision. Merci. Voilà, ça c'est un livre qui coûte pas cher. Vous pouvez l'avoir en version papier, comme vous pouvez l'avoir en version PDF, qui coûte pas si cher que ça. C'est un vrai bon investissement. Moi, je dis que tous les étudiants qui veulent faire du modeling, investissez dans ce bouquin. C'est un vrai bon bouquin qui couvre tout. Le survival kit. C'est ça. Et après, au niveau des galeries, les galeries classiques, j'encourage beaucoup les gens à aller voir ce que font les autres, parce que partager, et puis pas que de la 3D, quoi. Encore une fois, c'est bien, on est modeleur, on fait de la 3D, mais allez voir aussi les galeries 2D, allez voir les Instagram, allez voir les ArtStation, allez voir toutes ces choses-là. Moi, je passe plus d'heures à aller regarder des ArtStation de concept art que d'aller regarder des trucs de 3D. Parce que finalement, la 3D, j'en regarde déjà beaucoup toute la journée, donc. Ouais. Bien sûr. Ça t'inspire oui, à un moment donné, on tourne en rond. Je veux dire, si les gens qui font du jeu vidéo regardent les jeux vidéo, les jeux vidéo ressemblent aux jeux vidéo, et puis au moment, ça sera le serpent qui se mord la queue. Donc, je pense que pour donner des fraîcheurs dans ces univers, la CJ en a un grand besoin de mon point de vue en ce moment, et grâce à des Netflix ou des choses comme ça qui se passent, il y a des choses très intéressantes qui se passent. Voilà, moi je prône la fraîcheur et la remise en question, et surtout pas avoir peur. Pas avoir peur du lendemain. Les modeleurs, allez-y. Ça fait 20 ans que je fais du modeling, on vous remplacera pas. C'était un message au c'est ça. Voilà. On appelle. Et du coup, en effet, on rajoutera dans le podcast que tout ce qui est référence, notamment s'il y a un moyen de voir ton taf, ça pourrait être cool si tu as ce genre de choses, pour pouvoir en savoir un peu plus sur toi encore, ça pourrait être top. Voilà. Après, tu disais une dernière chose peut-être ? Oui, non, après voilà, si les poditeurs, avant de laisser le mot de la fin à notre invité, Nico. Cette fois-ci, on a validé, on a préparé Nico pour qu'il nous laisse le mot de la fin. Il s'est préparé, c'est bon. Qu'on patauge pas comme Arnaud, le pauvre. La surprise. Voilà. Si les poditeurs, vous qui nous écoutez, qui êtes professionnels, étudiants, etc., ou même simples curieux, si vous avez des questions à poser à Nicolas, donc je vous rappelle, n'hésitez pas à nous les envoyer via Twitter, via le mail cjwhitepodcast@gmail.com, ou à la boîte postale. Non, j'ai compris. Pigeon voyageur. Non, voilà. Enfin, on est un peu partout sur les notes de l'émission, enfin les commentaires de l'émission. Voilà, n'hésitez pas. On a tout est noté dans les notes de l'émission pour nous contacter, poser les questions à Nico. Nous, on lui transmettra et on vous enverra le retour. Oui, bien sûr. À la prochaine émission. Et voilà, donc du coup, et puis si l'émission vous plaît, partagez-la, libérez Facebook la parole. Facebook est là, Twitter est là. Facebook, Facebook non, c'est pour les vieux. Mais on s'en fiche. On s'en fout, c'est pas grave. Non, partagez-la. Je suis un vieux. Oui, je vois de quoi tu parles. Je te rappelle qu'on a le même âge. Facebook, toi aussi. Chut, c'est pas. Non, mais bon, voilà. Donc partagez ça autour de vous. C'est vrai que l'émission, voilà, c'est aussi comme disait Nicolas, de partager les savoirs. Oui. Voilà, ça, le parcours de Nico, c'est aussi du savoir à partager. C'est de l'expérience et c'est ce qu'on veut dans CJY. Et oui, on est une grande famille. Agrandissez-la. Et donc du coup, le mot de la fin, c'est croyez-y, les rêves, ils sont tous permis. Moi, j'ai appris qu'en y croyant et en travaillant dur, on y arrive. Et que c'est un métier de passion. Mais si cette passion, vous l'avez, votre métier, il vous la rendra puissance x15 le premier jour où vous allez dans une salle de cinéma et que vous voyez le sourire sur la tête des gens quand ils regardent les images que vous avez produites. Vous êtes payé pour toutes les galères que vous avez fait. Et croyez-moi, ce métier, il en vaut la peine. Eh bien, bravo. C'est cool. C'est beau. Merci beaucoup, Nico. Merci d'être venu. C'est top. Et puis, à très bientôt. À bientôt, Bibi. À bientôt, Doc.
Des bisous. Des bisous et à la prochaine émission. Bye bye à tous. N'oubliez pas vos hobbies.